Bienvenue au podcast En Vente Libre, un podcast où on rend l'information en santé enfin à portée de main. On est les Gabrielles au carré. Moi, c'est Gabrielle Catafort. Et moi, Gabrielle Fizet. On est deux étudiantes en pharmacie au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. On fait aussi partie de l'Association des étudiants en pharmacie de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, je vais vous laisser, Gabrielle, vous parler de l'épisode qu'on a fait aujourd'hui. Oui, bien merci. Bien, d'abord, j'aimerais qu'on reconnaisse qu'on est dans un territoire autochtone. Plus précisément, on est chez les Mohawks de la communauté Kanesatake. Donc, on aimerait juste reconnaître ça avant que je vous parle un peu de l'épisode. Ensuite, bien, aujourd'hui, nos invités, c'est les deux des cofondateurs du comité Idéaction, un comité qui est pour la diversité en santé. Donc, on parle avec eux, bien évidemment, de la diversité en santé. C'est quoi leur comité? Un peu des préjugés qu'il y aurait à la diversité. Comment, nous, en tant que professionnels, on peut aborder cette discussion-là de la diversité, autant auprès de nos collègues, autant avec nos patients. Donc, c'est des discussions, je pense que on croise pas tous les coins de rue, là. C'est quelque chose que faut se forcer à aborder, puis on veut être à l'écoute des autres pour un peu comprendre tout ça. Donc, on fait ça dans le podcast, puis je pense que c'est très bénéfique. Oui, puis avant de commencer, j'aimerais juste remercier la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal de nous soutenir dans notre projet Balado. Aussi, j'aimerais remercier Live City Media, qui est une compagnie multimédia qui nous a aidé à créer le logo du podcast. Et finalement, j'aimerais remercier Free Fall Records, qui est la compagnie qui nous a aidé à créer la musique que vous attendez à chacun de nos podcasts, ainsi que Lauriane Monton, qui est la chanteuse que vous attendez dans la chanson thème du podcast En Vente Libre. Donc, je pense que je vous souhaite un bon épisode. Puis, je pense qu'on pourrait se dire qu'on va être plus ouvert d'esprit. Puis, je vous souhaite vraiment aussi d'être curieux dans cet épisode-là parce que vous allez en apprendre beaucoup là, sur la diversité en santé. Oui, bonne écoute. Bonne écoute. La santé, c'est pas toujours clair. T'inquiète, c'est plus simple que ça ne l'air. Au podcast En Vente Libre, les gars vont ton back. Donc, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast En Vente Libre. Pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter pour qu'on ait une idée qui vous êtes, votre parcours? Allez-y, n'importe qui en premier. Absolument. Alors, je commence. Mon nom est Rougieta Touré. Je suis gestionnaire des programmes nationaux au sein de Pharmasciences. Et aussi, je suis vice-présidente pour Idéaction, qui est en fait un OBNL qui a été fondé il y a à peu près 1 an, là, dont la mission est en fait de sensibiliser et de promouvoir en ce qui a trait à la diversité et l'inclusion en pharmacie. Je suis aussi présidente et fondatrice d'Adospectrum, qui est un OBNL, en fait, qui aide à l'épanouissement et le développement des adolescents autistes. Okay. Voilà. En fait, brièvement, en ce qui a trait à mon parcours, je suis microbiologiste de formation. Et donc, ça fait à peu près plus de 18 ans maintenant que je suis au sein donc du domaine pharmaceutique. Là. Okay. J'ai travaillé pour plusieurs grandes organisations pharmaceutiques ou en distribution pharmaceutique et aussi de bannières pharmaceutiques. Okay. Voilà, donc avant de joindre Pharmasciences au niveau des services professionnels. Puis c'est quoi qui vous a, comme vous êtes microbiologiste de formation, mais qu'est-ce qui a fait dévier votre intérêt peut-être vers la pharmacie ou le domaine un peu pharmaceutique? Oui, ben en fait, disons que la microbiologie m'emmenait plus vers la recherche. Et j'ai tellement d'aptitudes au niveau des relations interpersonnelles et j'adore ça, j'adore l'humain. D'abord et avant tout, je vous dirais, ça me fait sourire. Là, à un moment donné, mes bactéries, là, et mon microscope, là, j'étais un peu tannée. Oui. Et donc, je préférais être avec les gens. Et ça m'a toujours passionné un peu cette relation que j'ai eue avec les pharmaciens et tout. J'ai commencé ma carrière comme représentante pharmaceutique et donc j'ai sillonné vraiment tout le Québec et donc je connais beaucoup de pharmaciens à travers la province et je les ai beaucoup aidés aussi à mettre en place des services professionnels donc qui les aidaient dans leur pratique au quotidien, de manière générale. Et c'est ce que je fais encore pour Pharmasciences actuellement. OK, wow, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un beau parcours. Merci. Merci. Puis peut-être vous présenter pour enchaîner, là, parce qu'on a 2 invités aujourd'hui. C'est un peu spécial. Fait que on va commencer par vous présenter qui vous êtes puis votre parcours. Donc, merci beaucoup, Gabrielle. Je m'appelle Mintam Tran, actuellement directeur général de l'Association professionnelle des pharmaciens salariés, également pharmacien.
Et avec Rugieta, qui vient de se présenter, on a lancé très récemment un organisme à but non lucratif qui s'appelle Idéaction pour faire un peu la promotion et de la sensibilisation sur la diversité et l'inclusion dans le domaine de la santé, particulièrement celui de la pharmacie. Entre autres, dans les autres activités connexes, disons, j'ai débuté des études en droit récemment. Et également, je suis également président de 2 autres organismes à but non lucratif, du nom de Help Vanessa et Kiana et l'autre du nom de Help Ajit, qui vient en aide en fait à 2 réfugiés qui viennent de Hong Kong, à les aider à s'intégrer ici au Canada et à lever des fonds aussi pour les aider. Donc, aussi toute une expérience de découverte de l'autre et des défis que que les différences culturelles peuvent poser dans la communication. Autre que ça, j'ai aussi eu la chance de travailler, vraiment la grande chance, très jeune, comme professionnel, pas très jeune comme enfant, mais très jeune comme professionnel, de pouvoir travailler avec des populations un peu plus marginalisées ou, disons, un peu plus... qu'on en entend moins parler. Disons, je travaille beaucoup avec des patients toxicomanes, aussi séropositifs à un certain point. Et par la suite, j'ai continué mon parcours à travailler avec les peuples autochtones pendant 3 ans de temps comme directeur, en fait, comme coordinateur des services pharmaceutiques pour l'hôpital de Chessby. Donc, c'est en territoire CRI. Okay. Donc, c'est un peu ça, le parcours qui m'a énormément beaucoup appris. Puis je pourrais dire que je me considère très ignorant plus jeune et même aujourd'hui. C'est tout un parcours d'apprentissage ensemble. Donc, merci d'être ici avec nous. Bien, écoutez, merci de venir, en fait, justement, partager vos connaissances, puisque on vous a invité justement pour parler justement de diversité en santé. Puis je pense que chacun vos parcours respectifs, vous avez des expériences qui sont vraiment importantes puis enrichissantes pour nous, pour peut-être ouvrir un petit peu nos horizons pour savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la diversité en santé. Fait que justement, Idéaction, en fait, c'est un organisme que vous avez décidé de créer. Pour quelles raisons? C'était quoi votre objectif derrière ça? En fait, si je puis le dire, il y a à peu près 1 an et demi, donc ça a commencé par un comité qu'on a mis en place, un comité donc qui regroupait différents membres en fait du milieu de la pharmacie, donc que ce soit hospitalier ou communautaire, de l'industrie aussi. Alors c'était pour se poser les vraies questions et parler un peu des enjeux auxquels faisaient face donc et encore font face le domaine de la santé en ce qui a trait à la diversité et à l'inclusion. Donc tous ces questionnements-là ont amené et ont abouti en fait en action. Donc, et c'est pour ça qu'on a mis en place l'OBNL Idéaction. Idéaction voulant dire inclusion, équité, diversité, action. Okay. Donc, tous ces échanges qu'on a eus ensemble et les réponses qu'on a eues nous ont permis de vouloir mettre en place, poser des gestes beaucoup plus concrets pour justement promouvoir la diversité, permettre aux professionnels de la santé d'avoir plus d'informations, donc d'être plus formés, etc. Et on a déjà mis beaucoup d'actions en place et concrètement, récemment, on a donné d'ailleurs un premier cours en diversité à l'Université Laval. On aimerait bien le faire aussi à l'Université de Montréal. Okay. Et ça a été vraiment un succès. Donc, c'était une première. Mais outre ça, on a fait aussi plusieurs choses, donc des webinaires, que ce soit le nous en pharmacie, qui était aussi très intéressant. On a fait un webinaire sur sur la sécurisation culturelle et les soins octroyés donc aux Autochtones, ce qui était aussi très, très, très intéressant. Alors, donc voilà, je vais laisser Mine en dire plus. Donc, honnêtement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ça faisait le tour de la question. Ça fait le tour de la question. Peut-être l'élément de contexte aussi, quand on regarde des problématiques qu'on regardait, si on regardait autour de nous dans les médias, qu'on a lancé tout ça, les démarches. Mais d'une part, il y avait l'initiative de l'IPUM qui se questionnait un peu sur la diversité culturelle en pharmacie, chez les étudiants.
et que vous avez clairement constaté que la population étudiante est rendue de plus en plus diverse. Effectivement, ben oui. Et le questionnement qui se posait, c'est est-ce que cette diversité-là, est-ce que la profession est prête à l'accueillir? Est-ce que c'est pris en compte? Puis vous avez aussi, je crois très bien, mis l'emphase sur le fait que notre clientèle est aussi de plus en plus diverse et hétérogène. Donc, je vais quand même reconnaître l'IPUM pour cette réflexion-là que vous aviez faite et les démarches que vous aviez faites de ce côté-là. Puis en même temps, dans les médias, mais à ce moment-là, on avait quoi? On avait le mouvement Black Lives Matter qui reprenait de plus fort au sud de la frontière. On avait aussi le décès de Joyce Echequan et de sa vidéo qui est partie virale de ce côté-là. Donc, il y avait quand même beaucoup de mouvements puis, dans le milieu. Puis, on s'était dit que, wow, cette manque de conscientisation au niveau de qu'est-ce que la diversité, qu'est-ce que ça implique, comment que moi, je suis un acteur là-dedans, nous a fait réaliser qu'il y avait quelque chose à faire si on voulait mieux servir la population du Québec, mieux servir nos patients, nos clients, le mot qu'on veut utiliser, et tout le monde ensemble. Puis si on voulait aussi mieux servir nos successeurs, donc les étudiants, vous, il fallait qu'on comprenne mieux ces enjeux-là aussi. Donc, je me permettais de mettre ce complément-là à ce qu'a mentionné Ougiata, parce que je crois que c'est quand même je crois que c'est ça qui nous a animés de se lancer dans ce projet-là. Absolument, je suis d'accord à 100%. D'ailleurs, d'aussi loin que je me souvienne, ça a été vraiment, en ce qui me concerne, le décès de Joyce, là, ça a vraiment été un choc, en fait, là. Puis... et on s'est dit, on ne peut pas se permettre, en étant dans le domaine de la santé, de ne pas réagir. Mais non, c'est vrai. De ne pas faire quelque chose. Je pense que ça a choqué tout le monde. Oui. Fait que ça fait combien de temps, en fait, que c'est parti, la date officielle de lancement du projet de l'organisme? En fait, ça fait 1 an et demi. OK, ça maintenant fait que ça existe. Le comité. OK. Voilà, le comité. Parce que comme je disais au départ, on a d'abord formé un comité pour pouvoir en discuter, voir c'est quoi les enjeux, quel angle aussi qu'on aimerait prioriser, etc. Et quoi faire avant de le mettre en action avec Idéaction. Puis comment vous allez rechercher les pharmaciens, par exemple, pour qu'ils participent à vos webinaires, pour qu'ils participent à vos cours? En fait, il suffit tout simplement de publiciser. Donc, grâce à la PPSQ, on avait fait un sondage. D'ailleurs, c'était pas juste avec l'AIPUM. Oui, on avait fait le sondage aussi avec la PPSQ. Donc, voilà. Donc, ça nous permet d'être mieux connus. Voilà. C'est ça. Fait que vous êtes vraiment plus orienté vers les pharmaciens comme par rapport à la diversité en santé, ou votre objectif serait peut-être d'aller un peu plus large, puis d'aller dans le domaine de la santé plus en général, que ce soit en médecine, en physiothérapie, en soins infirmiers. Est-ce que vous visez peut-être éventuellement, parce que c'est sûr que là, c'est tout récent, fait que j'imagine que là, vous avez peut-être ciblé une partie, mais est-ce que ça serait peut-être une option pour le futur? Je répondrais, on verra. On verra. Commençons d'abord en pharmacie. Il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas? C'est un énorme enjeu. Et puis, après la situation de Joyce, les sciences infirmières se sont clairement posé la question. Ils ont commencé à adresser ça déjà. Je crois que chaque profession, c'est important, nous, de le regarder. Puis probablement, on va commencer par chez nous d'abord. Et probablement, quelques années plus loin, on va tous se rendre compte, on va juste collaborer ensemble. Je ne crois pas c'est nécessaire encore de regarder, avoir des ambitions canadiennes ou interprofessionnelles. Mais c'est vraiment juste de regarder qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est quoi la différence qu'on peut faire, parce que c'est, comme Ougiata a mentionné, c'est un enjeu énorme. Puis et c'est un enjeu autant systémique que personnel. Et il faut à un certain point jouer aux 2 niveaux. Alors, on n'a pas de recette magique non plus. On a commencé à des formations, comme Ougiata a mentionné, mais ce n'est que le départ. Oui, c'est vrai. Puis, donc, l'objectif, c'est de voir de quoi est-ce que notre communauté a besoin, qu'est-ce qui pourrait les aider, c'est quoi les problèmes auxquels ils font face. Puis, on va essayer, un pas à la fois, d'avoir les réponses, ou tout du moins d'avoir les bonnes questions qui vont pouvoir faire émerger les réponses. Effectivement. Puis peut-être pour mettre un peu la table, puis peut-être comme après qu'on puisse peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet d'aujourd'hui, on pourrait peut-être juste commencer par une question super générale, mais qui est peut-être moins bien connue de tous.
Puis peut-être que c'est aussi subjectif, cette définition-là, je le sais pas. C'est pour ça que je vais la poser. C'est qu'est-ce que la diversité en santé? Qu'est-ce que pour vous, la diversité en santé? Y a-t-il une définition plus comme claire de qu'est-ce que c'est? Comment qu'on... Il y a des balises? C'est quoi exactement, là? Ben, en fait, si je peux me permettre, déjà la diversité de manière générale, avant de parler même de diversité en santé, là, Oui. c'est... parce que souvent, on entend les gens parler de diversité ethnoculturelle. Hein. Dès qu'on parle de diversité, c'est à ça qu'ils pensent en premier. Ça, ouais. Alors qu'il y a tellement de formes de diversité et ça évolue aussi dans le temps. Alors, on parle de diversité sexuelle, on parle de diversité de genre, on parle de diversité de religion, on parle même de neurodiversité. Alors, c'est quand même... en ce qui me concerne, je pense que c'est tellement large, ça touche en fait toutes les différences. Selon moi, il y a même autant de diversité que de personnes, en fait, là, parce qu'on est tous différents. Mais oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est une notion qui est tellement large qu'il faut... et dont l'objectif, en fait, est d'essayer d'inclure tout le monde, parce que tout le monde est différent. Ouais. Puis c'est comme ça qu'il faut le penser. Pour être de meilleurs humains et de meilleurs professionnels aussi de la santé. Voilà. Moi, ce serait la définition que je donnerais. Je vais partir d'une réflexion que je viens d'avoir à l'instant. C'est parfait comme ça. Au moment où Rugieta a mentionné « penser ». Je crois que, on pourrait peut-être dire que, puis ça, c'est ma définition que je viens de pondre, là, que peut-être la diversité, c'est vraiment une manière de voir, une manière parmi tant d'autres de voir le monde. Okay. Parce qu'on choisit nos lentilles. Oui. Puis bien sûr, quand on parle de diversité culturelle, la personne qui ne voit que la diversité culturelle, c'est sa lentille. C'est la seule diversité qui existe, c'est la différence entre les cultures. Ben oui. Alors que, comme Rugieta a mentionné, la réalité, c'est que la diversité, c'est partout. Si la diversité n'était pas partout, on n'aurait pas des désaccords. On n'aurait pas une société démocratique. On n'aurait pas des gens qui iraient manifester dans la rue parce qu'ils veulent la gratuité scolaire. La diversité vient de... C'est ça qui démontre un peu toute cette diversité qu'on a, que ce soit de pensée, de culture, de système neurologique. Et puis, dans ce sens, puis la diversité, on pourrait dire, souvent, on fonctionne dans un système binaire, qu'on regarde le monde. Là. Donc, si on a une lentille de diversité, c'est quoi l'autre lentille dans le spectre opposé qu'on pourrait dire? Bien, probablement, ce serait la lentille de la normativité. Donc, on a une tendance, puis particulièrement en santé, on fonctionne sur un paradigme normatif des choses. Donc, le diabète, quand tu fais tel critère, par rapport à la personne normale, tu es pathologique, donc il faut que je te répare. Donc, puis c'est pas mal ça le mindset. Donc, mais là, qu'on parle de l'humain, qui est un humain anormal? Parce qu'on pourrait dire à tout le monde, quand on est dans un principe d'exclusion, mais toi, tu n'es pas normal, peu importe la définition de ma normalité, je ne te considère pas ou je projette ma normalité sur toi. Alors qu'un concept de diversité et d'inclusion serait de dire, attends, la réalité, c'est qu'on va partir de l'assomption que tout le monde est différent. Et je vais prendre le temps, cette curiosité, cette fascination de dire, hey, je vais essayer de te découvrir, je vais essayer de découvrir t'es qui, toi, indépendamment de toutes mes références passées, de gens que j'ai rencontrés qui avaient l'air de toi, ou qui parlaient comme toi, ou qui... C'est de pouvoir dire, non, toi, là, c'est la première fois que je te rencontre. Puis ensuite, pouvoir dire aussi par la suite, même si on pousse à un niveau plus loin, ça fait 10 fois que je te rencontre, mais c'est la première fois que je te rencontre, pas la 10e fois. Oui, vu comme ça. Donc, forcément, je vais découvrir une autre couche de profondeur si je regarde, si je me laisse pas opérer par « Ah, elle est toujours comme ça ». Oui, c'est vrai. On a tendance peut-être à comme, pas catégoriser, mais comme assumer qu'on connaît quelqu'un, prendre ça pour acquis. Ou des préjugés, tout simplement. C'est ça, exact. Ben oui, c'est ça. Puis de laisser ça de côté, des fois, ça pourrait comme nous aider peut-être à évoluer aussi en tant que professionnel de la santé. Là, absolument. Ouais. C'est vraiment un obstacle en tant que professionnel de la santé. Puis je rebondis sur ce que Mine dit. Pour ramener ça, surtout au niveau de la pharmacie, c'est tellement
un métier qui est de première ligne, hein, on le dit, on l'entend partout, alors qui dessert la population, une population qui actuellement est de plus en plus diversifiée. Mais oui. Alors c'est obligatoire Ouais. que les pharmaciens aient un minimum d'ouverture d'esprit et un minimum de connaissances Mais concernant la diversité et l'inclusion. oui, c'est ça. Puis Juste pour pensez-vous- pouvoir desservir une population qui est diversifiée. en fait. Effectivement. Ben, pensez-vous qu'on est adapté en tant que... Là, c'est sûr que là, je pose la question, puis je sais que la réponse est sûrement non, parce que votre comité et votre organisme est là pour ça. Mais c'est quoi les besoins, justement, qu'il y aurait dans notre domaine en pharmacie pour faire évoluer les choses? Pourquoi qu'on est autant arriéré dans notre façon de penser? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'a pas eu ce réflexe face au changement aussi, là? En fait, c'est un peu exactement dans la... je veux pas faire de la sémantique, là, mais juste dans la manière que tu as formulé la question, la réponse vient quasiment de là. Oui. Comment ça se fait que nous, on est aussi arriérés par rapport à... Oui, c'est ça. On se parle comme ça. Oui. On se juge. Oui. C'est quoi, je vais faire un parallèle. C'est quoi la différence entre se dire ça comme par rapport à notre profession et un Asiatique comme moi, qui a dit ça pas très longtemps, « Oh my God, comment ça se fait dans cet événement? Il y a tellement d'Asiatiques, je suis vraiment pas à l'aise. Je suis pas habitué. Mm. » Tu sais, c'est du racisme envers moi-même, c'est du racisme que j'ai internalisé de ce que j'ai vu dans mon environnement Ouais, je et qui comprends. fait que je suis pas à l'aise avec. Mais on a ce discours-là envers... Puis tu sais, je prends un parallèle pour ce qu'on dit des fois de nous-mêmes comme professionnels. Ouais. J'ai quasiment l'impression que nous, comme professionnels envers nous-mêmes, on est les plus difficiles envers nous. On est peut-être même plus difficiles envers nous que d'autres professionnels qui nous regardent. Mhm. Ouais. Puis je crois que quand on parle de diversité, d'inclusion, il faut faire très, très, très attention là-dessus parce que il n'y a pas de perfection. On est Mais tu sais, non. on est comme genre... C'est ça. C'est un peu fataliste à dire, mais on va nécessairement être aveugle à certaines expériences de vie qu'on n'a pas vécues. Oui, ben oui. C'est juste un fait. Mhm. Oui, oui, effectivement. Donc, tu sais, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'en parler, c'est d'en réfléchir, c'est d'écouter, c'est d'avoir des conversations civiles, c'est pas de se braquer. Tu sais, il y a plein de manières de voir les choses, mais clairement, c'est cet esprit d'aller à la découverte de l'autre. Oui. Puis peut-être qu'est-ce qui rend la vie difficile pour nous, c'est qu'il faut qu'on aille à la découverte de l'autre d'une chaîne de travail entre deux patients, qu'on a 5 minutes, puis dans tout ça, il faut que je demeure curieux Oui. et présent. Ben oui, comment Et- on intègre ça dans... Et en plus, j'ai ma tech là, qui pense vraiment différent de moi, qui veut m'interrompre, puis on est comme ça, mais comment ça se fait, t'as pas compris? Oui. Puis encore une C'est fois, vrai. si moi je dis comment ça se fait, t'as pas compris, ben là, il y a un enjeu de diversité. Là. Elle pense d'une manière, moi je pense d'une autre manière. Exact, ben oui, c'est ça. Alors, tu sais, dans tous ces petits micro-échanges d'une pharmacie, c'est que si on regardait ça, chaque fois qu'il y a un élément comme ça, c'est un défi de diversité qui vient de monter. Oui, oui, c'est vrai, effectivement. On réalise pas que c'est vraiment partout dans tout le processus de soins, si on prend juste la pharmacie comme domaine, qu'on le rencontre à chaque fois, à chaque parcours, à chaque étape du processus de soins au Absolument. patient, que ce soit avec le patient lui-même qui peut être d'une autre diversité culturelle que toi, ou avec la technicienne, avec Absolument. le commis, avec un autre pharmacien, un autre collègue. Absolument. On l'a partout, tout le temps, puis c'est quelque chose qu'il faut comme qu'on s'adapte aussi, tu sais, veux pas. Puis on est tellement dans un... Parce que je sais pas, là, moi, je parle pour moi, tu sais, des fois, dans une pharmacie, on est tout le temps dans le rush, tu sais, on est tout le temps en train de... Puis des fois, on prend pas le temps juste de s'arrêter puis de, comme, essayer de comprendre un peu plus l'autre parce que, justement, on est tellement, comme, débordé dans tout ça que... T'as d'autres choses qui s'attendent. Ouais, c'est ça peut être, comme, difficile, fait que on dirait comment faire pour, comme, remédier, pallier à ça, prendre le temps, c'est sûr, mais, comme... Y a-t-il quelque chose qu'on peut changer dans nos façons de faire, comme plus intrinsèques, qui nous aiderait à avoir ce moment de réflexion puis d'aller vers l'autre, tu sais? Moi, je pense que déjà, en partant, connaissant déjà tous les enjeux qu'il y a, parce que là, on en parle beaucoup, hein, on en parle partout, les gens en sont plus conscients qu'avant. Je pense qu'il faut déjà miser sur le fait de donner des formations à l'université.
Ça, je pense que c'est essentiel C'est sûr. pour la relève, pour ceux qui s'en viennent. Oui, Donc, qu'ils aient déjà une base par rapport à ça. effectivement. Alors, en ce qui a trait à ceux qui sont déjà pharmaciens, je pense que c'est essentiel dans une pharmacie que déjà le propriétaire ou la propriétaire ait justement une ouverture d'esprit face à la diversité et l'inclusion, parce que ça vient d'en haut. Hein. Oui, c'est ça. Ben, même lui, C'est comme il ça. pourrait être informé, puis à ce moment-là, suggérer cette formation-là à ses employés. Puis là, ça découlerait. Ouais. Absolument, absolument. Et comme une pharmacie, c'est comme dans toute entreprise, en fait. Là. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je verrais ça. Et je pense que ce serait vraiment important que les pharmaciens propriétaires soient plus sensibilisés à ce niveau-là. Et après ça, vont pouvoir sensibiliser leur équipe, leur permettre d'accéder à des formations, mais aussi faire des procédures très claires dans la pharmacie en termes d'inclusion, etc., face aux patients, mais face à l'équipe aussi, là, parce que c'est pas juste face aux patients, mais permettre aussi, ou même échanger des fois avec certains patients, à ce qu'ils soient même plus respectueux face aussi aux pharmaciens qui desservent. Parce que c'est pas juste le patient. Souvent, on pense à ça. Oui, c'est vrai. On se dit, oui, mais il faut que les pharmaciens soient plus inclusifs, etc., parce que, bon, ils desservent des patients qui sont d'origine diverses ou en fait, qui sont diversifiés. Mais c'est tellement important que aussi les patients puissent respecter les pharmaciens qui sont aussi diversifiés. Mais oui, c'est vrai, parce que tu sais, des fois... on entend des exemples là, qui sont incroyables. Sûr, Moi, je ne veux pas me faire servir par tel... parce que je n'ai pas confiance, parce que... Exact. Voilà, c'est ça, les préjugés sont aussi des deux bords. Des deux côtés. Là. C'est pas nécessairement tout le temps le pharmacien avec son patient, mais le patient peut aussi avoir des préjugés face à son pharmacien, puis ça peut affecter la consultation, la santé, peu importe. Là, ça a comme quand même des répercussions, je veux dire, comme un peu plus grandes qu'on peut penser de, justement... ça semble un événement plus isolé, mais c'est pas isolé, c'est vraiment comme ça. Ça déboule tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui va... il y a quelque part avoir un effet négatif un petit peu de ce manque de Absolument. Puis on peut aller un peu plus, en donnant des exemples même plus précis. Des fois, des patients qui vont dire, oui, moi, je ne veux pas me faire servir par telle personne parce que je ne sais pas s'il a étudié ici au Québec, est-ce qu'il a fait l'université ici au Québec. Donc, il y a vraiment des préjugés comme ça où le pharmacien va entendre ce genre de choses-là. C'est très blessant, c'est très frustrant. Oui, c'est sûr. Surtout quand tu sais que tu as de la formation, puis que tu sais, comme tu es autant compétent qu'un autre pharmacien, puis tu sais, ça peut être frustrant aussi, là, puis tu sais, je veux dire, quelque part, je me dis, la personne qui reçoit ce genre de commentaires-là, ça va peut-être pas, elle non plus, lui tenter, le pharmacien, de retourner vers cette patiente-là, même si elle a juste des bons conseils, puis elle veut juste son bien, c'est sûr que ça peut en freiner quelques-uns pour se dire, OK, je dirais peut-être pas autant en profondeur dans ma consultation si je me sens tellement jugée, tu sais. Absolument. Ça peut être vraiment difficile. Là. Absolument. Et en même temps, ce que j'aimerais rajouter de ça, il y a quand même... effectivement, c'est blessant. C'est blessant pour tout le monde de se faire dire que je te fais pas confiance parce que tu es différent de ce que moi, je crois qui est normal. En ligne, c'est ça le message. Mais sous ce message-là, il y a un petit enfant qui dit « j'ai peur, je ne comprends pas ». Donc, là, la personne a dit « j'ai peur, je ne comprends pas ». C'est sorti comme une critique. Puis, ou quand le pharmacien le dit par rapport à sa tech, ou dans toutes nos relations humaines, c'est sorti comme une critique. Mais au moins, on sait que c'est présent. Donc là ça revient à dire est-ce qu'on veut l'adresser ou on ne veut pas l'adresser. Est-ce qu'on veut nommer le malaise ou est-ce qu'on ne veut pas nommer le malaise? Et effectivement, ça prend du courage. Ça prend un énorme courage, vulnérabilité, autant pour un patient ou que pour le professionnel, d'aller vers l'autre et dire regarde ce que tu m'as dit, c'est blessant. Oui. Et puis, et en même temps, je comprends qu'il y a quelque chose chez moi qui te fait peur, qui te crée une crainte. Peux-tu me dire c'est quoi? Peux-tu me dire d'où ça vient? J'aimerais comprendre. Parce que c'est une ouverture. Parce que si... Donc, admettons, prenons un autre scénario qui est très similaire, mais même patient, okay, avec les mêmes préjugés. Oui. Il s'en va voir le pharmacien, mais lui, il ne dit rien. Lui, il fait juste semblant d'écouter, puis il s'en va. Qu'est-ce qui est pire? Quand on regarde vraiment la finalité finale, ben lui va partir, va avoir écouté zéro qu'est-ce qu'il a dit, le pharmacien ne saura jamais, quelque chose va pouvoir se passer sur sa santé, puis là, il y a eu zéro place d'intervention. Ben oui, c'est vrai. Puis, je serais quasiment prêt à mettre ma main au feu en disant que ce type
d'interaction-là, socialement, se passe plus souvent que l'inverse. Ouais. Ça arrive plus souvent que les gens, qu'on opère basé sur nos préjugés, qu'on évite des choses, qu'on refuse d'entendre des choses, mais on le dit à personne. OK. Ouais. Ça, c'est plus la norme. Et c'est plus ça qui peut être dangereux. Et c'est à ce niveau-là que quand moi, je pense à la diversité et l'inclusion, pourquoi c'est important? Ben, c'est de reconnaître ces non-dits qui influencent nos comportements. Ouais. Qui, par exemple, si moi, des choses que j'ai déjà entendues, que, par exemple, que les Noirs, ils ressentent moins la douleur. J'ai déjà entendu ça. OK. Mais imaginons que j'ai grandi dans un environnement où que quelqu'un m'a dit ça et que plus tard, je deviens professionnel de la santé. Ouais. Je ne suis pas conscient de ça. Je ne suis pas conscient que je pense Que c'est un nécessairement préjugé, que c'est là. Mais là, je vais traiter un patient qui est noir. Ouais. Et à cause de mon expérience vécue, mais là, je vais faire de quoi, puis je ne vais pas lui demander ça fait mal, puis je vois qu'elle réagit peut-être pas beaucoup non plus. Donc, je ne pense pas à valider, Non. alors que c'est très possible que culturellement, mais montrer la douleur en public, c'est juste mal vu. C'est très possible que ce soit ça la norme de notre culture. Ben oui. Puis moi, je continue, puis c'est pas parce que je veux mal faire qu'intentionnellement, Mais j'ai non. été dire je te fais pas confiance, mais ou je te crois pas, peu importe. Mais c'est Ouais. juste, malheureusement, c'était ça mon expérience de vie. C'est ça. Alors, c'est aussi tout ce volet-là. En tout cas, pour moi, quand Mruguyata m'a approché avec le Absolument. projet, Ouais. c'est tout ce volet subconscient Ouais. de comment on normalise les choses basées sur notre propre expérience vécue. OK. Que je suis comme là, OK, tu sais, quand au début, elle a mentionné, tu sais, on s'en va où avec ça et tout ça. Mais c'est un gros morceau. Ben oui. C'est énorme. Comment est-ce qu'on Ouais, le fait? J'ai aucune idée. Tu sais, je donne des exemples pour aider les gens à se voir peut-être dans leur vie. Tu sais, moi, j'ai déjà pensé, quelqu'un dans ma vie a déjà mentionné à plusieurs reprises que, tu sais, par exemple, que pour elle, tu sais, des Québécois, c'est paresseux. OK. Tu sais, d'emblée. Tu sais, j'ai grandi autour de gens qui croyaient que des Québécois, c'était paresseux. Peut-être comme ça. OK. Donc, bon, tu sais, consciemment, je me dis, mais non, regarde, je connais un paquet de Québécois qui ne sont pas paresseux. Là. Mais non, c'est Tu sais, ça. j'en connais, tu sais, on est ici ensemble, je travaille avec un paquet de Québécois. Mais ça, c'est parce que j'en ai conscience. Je me suis dit, OK, Ouais. OK, il y a quelqu'un dans ma vie qui m'a dit que des Québécois étaient paresseux. Puis je dis pas, ah non, mais ne pense pas comme ça. Non, je sais que je l'ai en moi. Ouais, c'est ça. Puis là, je peux faire des choix différents. Exact. Mais si je sais pas que je le porte, parce que Ouais. je le nie, parce que j'ai honte. Ouais, T'sais, mais c'est ça. j'ai honte de mon côté qu'on pourrait dire raciste. T'sais, j'ai honte de ça. Mais si je le nie, c'est Ouais. là que je vais opérer par des automatismes, que je ne vais pas me dire « Ah non, ça vient de là, c'est correct, c'est bon, on Ouais. peut changer de comportement. Je comprends. Donc, c'est... Et j'aime beaucoup ce que tu apportes, Mine, parce que c'est un peu l'autre côté de la médaille. Parce que souvent, on va parler de plus des ethnies, etc., mais pas nécessairement de dire, comme ce que tu dis, ce préjugé-là que certains pensent que des Québécois sont paresseux. Là. Ça surprend, n'est-ce pas? Ouais, Parce que c'est pas nécessairement des choses qu'on entend à gauche et à droite. Mais c'est l'envers que, tu sais, les Asiatiques volent tous nos jobs. Donc, tu sais, c'est un certain point. Les Asiatiques volent tous nos jobs, donc... Mais, tu sais, comme... c'est comme... C'est pour ça que c'est bien d'avoir ce genre de débat-là. Exact. C'est bien d'avoir ce genre de discussion-là. Même partir des podcasts sur ces biais inconscients. Parce que c'est Exact. des biais inconscients. Oui, ben oui. Les gens ont grandi dans ce genre de choses-là. Moi, je peux en donner des exemples comme ça. Je viens d'une famille vraiment traditionnelle et tout ça. Puis quand je suis arrivée au Québec, j'étais très surprise quand je voyais, je sais pas, deux hommes s'embrasser, par exemple. Là, je me disais, ben voyons, j'étais vraiment très surprise de ça. Et maintenant, je milite. Je milite pour la diversité. Donc, vous imaginez? Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, Ben en fait. oui. Il faut... C'est tellement important et même primordial de pouvoir faire cette introspection-là. Ouais. Exact. Parce que ça part de là, hein, en Oui, fait. puis surtout, C'est pas- comme vous l'avez mentionné, ça a des répercussions entièrement sur les soins qu'on accorde aux patients. Exactement, Je pense que c'est super exactement. important de votre lancer de dire qu'il faut faire une introspection. Là. Une introspection, En tant que et je pense que c'est primordial pour chacun, Effectivement. à tous les stades, en fait, là. Parce que chacun peut faire sa part. Ouais. Même si c'est une petite part, chacun peut faire sa part, en fait. Est-ce que vous avez comme des
je sais pas si ça existe, mais comme des outils pour personnes qui sont peut-être plus passifs dans cette réflexion-là puis qui pensent pas. Tu sais, il y en a, qui ont tendance à dire moi, j'ai pas de préjugés. On a tous des préjugés, tu sais. Puis il y en a qui veulent pas l'assumer qu'ils ont des préjugés. Mais y a-t-il des petits outils qu'on peut avoir pour ça? Hey, ça, c'est comme, faudrait que je prenne un moment, puis je m'arrête, puis je réfléchisse à ça. Qu'est-ce qui pourrait nous faire allumer qui est comme, peut-être qu'on a un préjugé envers une certaine population marginalisée, puis c'est juste inconscient. Tu sais, c'est dur de prendre un moment d'introspection quand c'est tellement inconscient. Est-ce qu'il y aurait des outils par rapport? Oui, ben en fait, moi, ce que je veux dire, ce que j'ai envie de dire, c'est d'avoir cette ouverture-là à discuter avec des gens, d'avoir cette curiosité-là. Je pense que ça part de là. C'est tellement important. Je pense pas que ce soit uniquement des formations qu'on apprend, qu'on nous donne. C'est le vécu. Parce qu'on aura même beau donner des formations aux pharmaciens, que ce soit à l'université, etc. Je pense que c'est utile. Je pense que c'est même nécessaire. Et aller même plus loin que ça, à l'école. À l'école déjà, là, le faire aux enfants, etc. Là, je pense que c'est important de donner ces notions-là de diversité et inclusion aux enfants. Effectivement. Mais au-delà de ça, chacun a la responsabilité d'aller vers l'autre. C'est extrêmement important d'aller vers soi-même, comme on disait, l'introspection, mais après de faire une démarche vers l'autre. Mais je sais qu'il existe, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais je sais qu'il existe des outils, je sais pas si Gab, tu t'en rappelles, à un moment donné, dans un cours, on avait comme un logiciel, c'était comme, c'est pas un jeu, là, mais c'est un genre de plateforme, je pense que c'est une étude qui avait été faite, puis c'était juste des images qui apparaissaient, comme, puis il fallait rapidement qu'on les classe à gauche ou à droite, les personnes ou le nom qu'on voyait. Tu sais, je me rappelle plus exactement c'était quoi, mais il y avait une femme, il y avait un homme, il fallait qu'on dise que c'était bon, que c'était mauvais, ou qu'est-ce qui était... en tout cas, c'était quelque chose comme ça, puis tu sais, rapidement sur le trait, puis là, le but, c'est d'aller vite pour pas qu'on réfléchisse, fait que c'est comme inconsciemment. Est-ce que ce genre d'outil-là serait quelque chose qui est adéquat, peut-être, pour comme amorcer au moins une réflexion, ou c'est peut-être juste... c'est comme, c'est pas un... Ça dépend de l'ouverture de la personne, encore une fois. Tu sais, par exemple, parce qu'on s'entend, ce que les gens croient, c'est vrai. C'est réel. C'est vrai comme cette table qui est devant moi. Donc, si à la fin de cet exercice-là, la personne, tu lui montres le résultat, tu dis, ouais, mais tu crois que tout ça, c'est mauvais. Oui, mais c'est vrai. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On est encore rendu avec, c'est ce que moi je dis versus ce que toi tu dis. Puis en même temps, ça prend de tout pour créer un monde. Donc, est-ce que la personne a tort? Je crois que, encore une fois, c'est l'élément de cette binarité-là. Je crois qu'on est encore dans la conversation, dans notre langage. On est encore, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Pourquoi ça peut pas être c'est tout court, entre les deux? Pas besoin. Non, mais honnêtement. Pas besoin de classique. Non, mais cette personne simplement, ça dépend du contexte aussi. Ça dépend du Comme contexte. on dit, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le 6 et 9, là, dépendamment de où est-ce que tu es. C'est un 6 ou c'est un 9. Puis la personne va dire, mais non, c'est un 6, mais non, c'est un 9. Exactement. Puis en même temps, c'est une ligne courbe qui fait ça, physiquement. Tu sais, que ce soit un 6 ou un 9, ça, c'est une interprétation qu'on fait. Mais honnêtement, j'ai un humain qui me dit ça. J'ai pas besoin d'interpréter que cette personne-là est en train de se plaindre. Non, elle a dit ça. Je crois qu'un des exercices, c'est vraiment de pratiquer puis c'est pas facile. C'est pour ça que c'est vraiment pour sensibiliser, quelque chose pour sensibiliser les gens qui ne veulent pas être sensibilisés, mais c'est avoir des conversations. Il y a une base de pré-réflexion qu'il faut passer, qu'on connaît très bien dans nos algorithmes thérapeutiques. La phase de pré-réflexion, il faut jaser. Quand personne est en phase de réflexion, mais là, elle peut commencer à regarder les options, de dire, mais regarde la distinction entre voici qu'est-ce qui s'est passé versus voici le sens que tu as attribué. C'est de pouvoir séparer ces deux éléments-là. Puis ça, c'est un bon point de départ de faire cet exercice-là. Mais en termes d'outils, effectivement, les podcasts, les affaires, juste pour... C'est parler, dans le fond. C'est parler, c'est d'avoir de l'information. Avoir une ouverture d'esprit, être curieux aussi. Puis en bout de ligne, c'est se demander qu'est-ce qui nous fait du bien. Je sais pas pour vous, mais moi, puis c'est une question qui mérite la réflexion. Moi, quand je juge quelqu'un, quand je suis en train de juger, quand je tombe dans ce mode-là, est-ce que je suis heureux? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? De façon générale, je me sens très validé. Mon ego, il est très genre, ouais!
Mais je me sens pas Ouais. libre Ouais. d'être. Je Ben me sens oui. pas libre, ouvert, léger. Ouais. C'est juste pas plaisant. Donc, tu sais, s'il y a juste une raison pour laquelle qu'une culture plus inclusive, c'est le fun, c'est plus simple aussi. Il y a pas c'est de... plus simple. Ah, ben ouais. Puis, Ça prend plus d'énergie détester quelqu'un Exact, que de c'est juste ça. assumer que la personne est comme Gabrielle, ça. c'est exactement ça. Exactement ça. Tu sais. Donc, c'est de Exactement revenir à comment je me sens quand je fais ça. Ouais. Tu sais, donc, c'est un paquet de choses comme ça qui peut peut-être aider. Est-ce que mais- tout le monde peut être libre d'être ce qu'il est, Ouais, ce vraiment. qu'il veut être? C'est ça. Il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Est-ce que tout le monde peut être libre de penser comme il a envie de penser? Oui. Tu es qui pour me dire comment je dois penser, puis que la manière que je pense, ben c'est pas normal. Ouais. Encore, je reviens sur ce que Mine dit, cette normalité-là. Ouais. C'est qui a un jour décidé ce qui était normal ou ce qui ne l'était pas? Ouais. Mais Ça va aussi loin que ça, non? Mais ce que vous dites, ça on dirait que dans ma tête, ça me lance peut-être sur un autre sujet, mais comme que je trouve intéressant, c'est, tu sais, des fois, peut-être en santé, on a peut-être tendance, un peu une tendance maternaliste, paternaliste, voyez-le comme vous voulez, de, tu sais, on a des valeurs de laboratoire, il se passe telle chose avec le patient, mais on va faire ça comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il manque peut-être un peu d'inclusion par rapport à comme, OK, qu'est-ce que la personne veut? Parce que, tu sais, des fois, si je pense, par exemple, on a trop de cholestérol dans notre sang, puis là, OK, ben il faut initier un médicament pour diminuer le cholestérol. Puis là, tu penses pas vraiment à la personne derrière ça. Pensez-vous qu'on a peut-être cette tendance-là, puis on prend pas le temps, comme vous parliez, de s'arrêter, puis juste, OK, qu'est-ce que la personne elle veut, tu sais? Parce que c'est comme ça, la santé, tu sais. On va voir notre médecin, il nous dit qu'est-ce qu'on a, puis nous, on fait juste comme obéir. Mais, tu sais, c'est vraiment très schématique, là, ce que je dis, là, mais comme, vous comprenez peut-être un peu le sens de ma réflexion de, il manque peut-être de ça en santé, de qu'est-ce que Oui, la personne comme elle quoi- pense, c'est quoi comme- tes croyances aussi, là. Ben, comme quoi qu'il faut prendre, en fait, la personne dans son entièreté. Ouais. C'est ce que tu veux dire. C'est C'est ça. ce qu'il faut. Quand on Ouais. prodigue des soins, il faut prendre la personne dans son entièreté, dans son identité, dans sa culture, etc. Ça va beaucoup plus loin, là. C'est tellement important parce qu'il faut que la personne se sente en confiance. Je ne pense pas que c'est juste une pilule qui fait guérir quelqu'un. Mais non, Moi, j'y mais crois non. pas. Moi, je pense que déjà, la première chose, lorsqu'on va voir un pharmacien, un médecin et qu'on veut se faire soigner, la première étape, c'est de se sentir en confiance. Effectivement, ben oui, c'est sûr. Mais Ouais. tu sais, les médicaments, je veux dire, ils sont, comment dire, tu sais, les études, les médicaments, ils sont faits aussi comme pour une population X. Est-ce qu'on a oublié d'inclure plus de diversité dans ces études-là? Tu sais, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? Ben, ça dépend. Tu sais, tu sais, c'est vrai que la conversation s'éparpille, mais je crois qu'il y a, tu sais, je crois que c'est important de regarder les choses, tu sais, chacun dans sa petite catégorie. Oui. Donc, il y a d'abord l'interaction patient et l'approche patient. Ça, c'est une chose. Puis ensuite, il y a toute la science derrière, comment est-ce qu'on l'a construit. Dans la relation patient, je crois qu'on est quand même dans un mouvement qui change, qui commence à changer avec le Centre d'excellence sur le patient partenaire public et les cours de collaboration en sciences de la santé de l'Université de Montréal. Tu sais, chapeau encore une fois aux facultés d'avoir pensé de mettre ça au cursus, bien que minimal, mais c'est là, c'est présent. C'est un début, là. C'est un Il début. faut qu'on commence Donc, par... et ça reboucle à votre question au début, mais c'est comment on commence. Mais ça, c'est un bon modèle de peut-être un endroit où on peut commencer pour inculquer une nouvelle culture. Mais l'affaire, c'est après avoir... la phase de l'université, pour avoir enseigné, c'est avoir animé ces cours-là, c'est une bonne phase de prise de conscience. Mais après ça, c'est comment on exécute. Ouais. Et l'exécution, c'est difficile parce que, tu sais, une analogie que j'utilise souvent, puis c'est ce que je fais avec mes patients. Un patient qui a mal, la première question qu'on lui pose, c'est l'échelle de douleur. Puis ensuite, on évalue si notre traitement a marché, si son échelle de douleur a diminué. Mais est-ce qu'un patient vient vraiment nous voir parce que ça fait mal? On a toujours mal partout dans la vie. Non, mais tu sais, des fois, on a mal à la hanche, puis on va pas voir un pharmacien ou voir un médecin pour une pilule parce que j'ai mal à la hanche. Et je peux quand même continuer à skier, c'est ce que j'adore faire. Je peux continuer à faire ce que je fais. Et c'est pour ça que beaucoup de gens consultent vraiment trop tard aussi, des fois. Mais parce qu'en fait, ce que la personne veut n'est pas nécessairement la fin de la maladie.
ce que la personne veut, c'est son projet de vie, c'est qu'est-ce qu'il aime faire, c'est vers quoi qu'il veut aller. Donc, est-ce que, par exemple, pour la douleur, moi, je me rappelle un patient, lui, il était toujours insatisfait par son traitement, mais malgré que, quand on posait la question d'échelle, là, ça diminuait. Mais lui, il n'est pas content. Donc, je lui ai dit, regarde, quand vous aurez plus mal, là, qu'est-ce que vous voulez faire? Mm-hmm. Puis il arrive, moi, là, tout ce que je veux, c'est pour retourner faire du vélo. Est-ce qu'on pourrait évaluer le traitement pour la douleur basé sur est-ce que tu es capable de pédaler puis de faire 10 km en vélo? Ben oui, c'est vrai. Ouais. C'est un peu ça, c'est de reprendre que la santé, c'est une ressource. Puis je me permets de citer Elena Bureau pour celle-là. Mais la santé est une ressource pour atteindre ses projets de vie. Mm-hmm. Autrement, c'est quoi être en bonne santé, pas être en bonne santé? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Donc, oui, on pourrait prendre plus de temps à faire ça, mais il faut avoir l'espace, il faut avoir l'état d'esprit, il faut avoir les facultés pour le faire. Moi, quand j'ai gradué, là, aucunement zéro de ces cours-là, là, j'ai appris ça sur le bord. Là. Oui. Donc, puis j'ai gradué en 2010. Donc, on pourrait dire que tous les pharmaciens de 2010 et avant... Oui. Nous, on a appris ça. Ceux qui l'ont appris, c'est juste par chance ou parce qu'ils se sont intéressés. Les autres qui ne l'ont pas appris, ils n'ont peut-être jamais été exposés à ça. Et là, on pourrait parler de diversité d'éducation à ce moment-là, qui crée peut-être des écarts entre les cohortes et entre l'idéal de la pratique de la pharmacie. Et des fois, on ne s'entend pas. C'est vrai. C'est un autre élément de diversité à laquelle on ne pense pas souvent. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est pour l'élément, le premier volet de comment est-ce qu'on aborde le patient, puis comment on peut rentrer en son monde et travailler ensemble et d'être un support pour lui. Dans le volet des études scientifiques, effectivement, quand on regarde la science, puis c'est dur à dire, parce que je crois qu'il y a une évolution aussi. Donc, il faut quand même respecter l'évolution des choses. On a des études multicentriques quand même, et souvent des études multicentriques ont lieu dans des endroits différents sur la planète. Donc, j'ose espérer qu'il soit difficile d'avoir un paquet caucasien si un de mes centres est en Asie. En fait, j'ose espérer. Cependant, peut-être dans le temps où que les études avaient plus lieu au Canada puis aux États-Unis, par la force des choses, c'était peut-être pas faisable d'avoir une part égale d'Asiatiques, Africains, Caucasiens, tout ça, mais tu prenais les gens qui rentraient dans ton pool, dans ton environnement, puis tu faisais l'étude. Puis peut-être dans ce temps-là aussi, si on regarde des études d'il y a 20 ans, mais peut-être on n'a pas pris la peine de dire, j'avais là-dedans, 30 personnes qui étaient la population africaine ou afro-américaine, j'avais 50 personnes qui étaient, nord-américains. Et en même temps, est-ce que ça a été utile? Parce que, on pourrait regarder les Nord-Américains, puis juste cette strate-là. Puis là, on regarde, puis là, on arrive, mais là-dedans, est-ce que, on les coupe par classe socio-économique et éducation? Parce qu'on sait que l'éducation et la classe socio-économique est un des déterminants principaux de la santé. Donc, là, encore une fois, qu'est-ce qui joue plus? Est-ce que c'est vraiment la diversité ethnoculturelle qui change vraiment notre santé par rapport à un traitement, un médicament qu'on teste, ou est-ce que c'est en fait une stratification selon les classes sociales qui est important pour savoir l'efficacité d'un médicament? Il y a tout ce questionnement-là à se poser, puis ça devient aussi extrêmement complexe, qui est intéressant à explorer d'ailleurs. Ce serait intéressant de voir est-ce que l'efficacité du Lipitor, je prends n'importe quoi, là, mais juste parce que c'est un blockbuster. Est-ce que tu as plus de chances d'atteindre tes cibles en prenant du Lipitor si tu étais éduqué et que tu as un diplôme d'université versus quelqu'un qui a un secondaire 3? Oui, c'est ça. Il y a peut-être d'autres questions qu'il faudrait se poser avant même la diversité ethnoculturelle, par exemple. Oui, exactement. Puis, c'est intéressant. Je lisais d'un livre sur l'épigénétique, en fait, qui envoyait une approche totalement différente sur l'idée du génome, la génétique en soi, qui est essentiellement que l'idée que notre ADN, c'est toutes les possibilités possibles de ce que nous, on va être comme être humain. Cependant, en épigénétique, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'est-ce qui fait que certaines séquences d'ADN sont exprimées ou non? Mais ça, c'est l'environnement. C'est le phénotype. C'est l'environnement qui va dicter que cet
que cette partie-là soit exprimée ou non. Et donc, dans ce cas-là, ben, est-ce que c'est vraiment... Puis quand on regarde les ancêtres culturels, souvent, je crois qu'on retourne au paradigme génétique de la chose. C'est, ah oui, eux, ils ont plus cette gène-là, donc, tu sais, les Asiatiques, on métabolise moins l'alcool. Bon, fine. Autre stéréotype. Je m'assume, je crois ne pas bien métaboliser l'alcool, je deviens rouge, puis tout le monde croit que je suis sous. Mes collègues à l'université s'en rappelleraient probablement. Mais tout ça pour dire que si on prend un autre paradigme, si c'est l'environnement qui influence, mais est-ce que c'est environnemental, nos enjeux? Tu sais, c'est... Oui. C'est dur à dire. C'est dur à dire. C'est un domaine à explorer. C'est des choses... donc, pour revenir aux études scientifiques, pour dire, c'est pas évident d'arriver à une conclusion. Est-ce qu'on considère la diversité? On la complexe. Pas, comment on la fait? Oui. Est-ce qu'il y a certains patients ça pourrait les arrêter d'aller vers un médicament ou un traitement, de savoir que les études, peut-être, sont pas prises en considération leur culture, leur façon de faire? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est une barrière un peu à l'adhésion au traitement ou à l'initiation d'un traitement, ou peut-être que les patients n'ont pas cette connaissance? Honnêtement, je parlais comme pharmacien, non pas comme patient. Là. Ouais. Moi, je lis un article, c'est même pas dans mon radar de voir. Non, ça a été, les études ont été faites avec quelques groupes ethniques. Ouais. Donc, je douterais qu'un patient, à moins que ça passe à une des médias, là. S'il y avait un journal qui sortait en disant que... L'enjeu serait présent. L'enjeu serait très présent. Puis là, je dis ça dans un podcast. Donc, si jamais il y a quelqu'un des médias qui décide de prendre ça comme enjeu, ce n'est pas de ma faute. Mais je pense qu'on avait plus comme question que, il y a beaucoup de médecine traditionnelle, comme, par exemple, les médecines traditionnelles chinoises, comme on peut penser. Est-ce que, comme certaines diversités seraient plus portées à aller vers ces médecines-là? Je pense que c'était plus un peu ça, versus les médicaments. Exact, ouais. C'est-tu vraiment ancré dans la culture? C'était plus comme... Ça dépend. Là, on parle de culture de santé, là, donc on pourrait avoir une conversation de 1 heure juste sur ce sujet-là, honnêtement. Ben oui, c'est certain. C'est vrai, ben oui. Parce même que si on donne l'exemple des peuples autochtones, asiatiques et autres, c'est sûr qu'ils vont... Il y a des cultures, c'est des cultures médicales vraiment différentes. Nous, on regarde dans le système de santé, on regarde des conversations en ce moment. Dans les médias, c'est essentiellement, on a un problème, mettons un plus gros pansement, puis faisons plus de privés. Ah ouais, il faut mettre plus de médecins, il faut mettre plus de professionnels. Alors que la croyance puis on s'entend, le monde s'occidentalise. OK, on va s'entendre ça. Puis on perd des cultures puis des notions ancestrales de d'autres cultures. Mais il y a des cultures qui croient fortement que le médecin ne devrait pas te payer s'il traite, que ton médecin qui te suit ne devrait pas te payer pour traiter quelque chose d'aigu. Sa job, c'était de faire la prévention. La job, c'était de t'accompagner. Puis dans ce contexte-là, s'insère beaucoup. La médecine chinoise, qu'on soit d'accord derrière les sciences ou pas, a nécessairement un concept. Puis honnêtement, si quelqu'un... je ne suis pas un expert là-dedans, je ne connais pas la médecine chinoise, je connais juste les mythes dans lesquels j'ai grandi, qu'essentiellement, certains aliments ont des propriétés. Puis quand tu es, par exemple, quand tu es malade, tu as trop de chaud en toi, mais mange pas un aliment qui est chaud, mange un aliment qui est froid. Donc, mais tout ça pour dire que le concept de « Ah, mais la nourriture est un médicament. Donc, ce que j'ingère détermine forcément ma santé et donc altère ce que j'ingère avant de tomber malade. Donc, clairement, il y a un paradigme qui est différent, qui est beaucoup plus individualisé, beaucoup plus holistique aussi. Puis encore, je crois que l'important, c'est de ne pas faire de dualité. Encore une fois, on a tendance à faire la dualité, mais médecine alternative versus médecine occidentale, moderne ou médecine tout court. En fait. C'est médecine alternative versus médecine tout court. C'est un peu ça. Puis je crois que l'important, c'est juste de ne pas regarder catégoriser, c'est de dire, mais qu'est-ce qui marche dans telle catégorie de médecine? Oui. Prenons-le. Prenons-le, qu'est-ce qui marche? La médecine occidentale, on n'étudiait pas l'hypnose avant. Beaucoup, mais là, on l'étudie plus. Ça devient intéressant, l'hypnose. Mais c'est en s'intéressant à des choses. C'est pas en les excluant, ça veut dire « Ah, je suis curieux, je comprends pas ». Il y a des études qui sont faites maintenant dans le Nord des Premières Nations sur des remèdes traditionnels pour voir s'ils fonctionnent vraiment. Donc, c'est intéressant. Donc, je crois que encore une fois, ça revient au point de départ qui a mentionné curiosité. Curiosité sur comment fait les autres. Puis, en bout de ligne, ça va bien aller.
Oui. Puis pensez-vous que c'est quelque chose qu'on devrait comme documenter dans nos dossiers patients, ce genre de culture, ce genre de... parce que ça fait pas tant partie de nos dossiers, malheureusement. C'est comme, peut-être que ça tend à changer, mais est-ce que ça devrait avoir une section plus sur la personne, sur sa culture, sur sa vision de la santé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait documenter plus, vous pensez, en tant que professionnel, pour avoir une meilleure approche, peut-être, avec notre patient? Moi, je pense définitivement, parce que si on prend l'exemple de que ce soit des peuples autochtones ou, comme Gabrielle, tu donnais l'exemple aussi des Asiatiques, etc., qui ont vraiment, une médecine traditionnelle, etc., donc une culture même de la santé qui est particulière là, à eux. Je pense que c'est vraiment important que nous, nos professionnels de la santé, soient aussi au moins minimalement au courant pour au moins savoir quelle approche avoir avec eux pour qu'ils se sentent, encore une fois, c'est vraiment le terme que j'utilise là, qu'ils se sentent beaucoup plus en confiance et plus acceptés dans ce qu'ils sont, dans leur culture. Ben oui, c'est ça. Je pense que c'est un tout. C'est vraiment, vraiment important. Je pense que ça a l'air comme si le professionnel de la santé devait tout savoir, puis devait... ça commence à être énorme un peu. Je ne veux pas que les gens pensent nécessairement que ce soit ça, mais il y a un minimum de curiosité à avoir. Ouais. Parce que si on les documentait, par exemple, dans nos dossiers patients à la pharmacie, ben juste le fait que le prochain pharmacien, que lui, aurait peut-être pas eu tendance à poser ce genre de questions-là. Au moins, il l'a. Ben là, peut-être que là, ça va susciter le questionnement, puis faire « Ah, OK, genre, je ne savais pas, puis c'est pas quelque chose que j'aurais demandé, mais là, maintenant que je le lis, ben, je peux avoir une différente vision, puis adapter un peu mon intervention par rapport au conseil que je vais faire, par rapport à l'intervention avec mon patient. » Fait que, tu sais, ça peut être peut-être bon de l'intégrer dans notre pratique, puis la personne qui a la curiosité qu'elle le fasse, puis que les autres, ça va peut-être éveiller un peu l'esprit d'autres personnes de commencer à faire ça comme ça. Là. Tout à fait. Puis on le sent, hein, qu'il y a de plus en plus de curiosité à ce niveau-là, parce que on entend tellement parler de ces sujets-là dans les médias, etc. Donc, forcément, certains professionnels de la santé se disent « Moi, je veux être plus impliqué avec mon patient. Je veux en savoir plus pour faire différemment. » Exact. De ce qui se faisait avant. Puis, tu sais, on veut tous, en tant que professionnel, avoir les meilleurs soins possibles, puis le bien-être de notre patient. Puis, des fois, il faut peut-être s'arrêter puis se demander est-ce que je le fais de la bonne façon. Absolument. Puis, c'est peut-être, en tout cas, je l'espère que ça tend à changer. Puis, je pense que ce qui se passe en ce moment dans les médias, puis qu'est-ce qu'on voit de nos jours, je pense que chaque personne devrait se re-questionner, puis prendre un moment pour dire est-ce que je fais les choses de la bonne façon, est-ce que j'ai vraiment bien compris mon patient comme dans sa diversité qu'il est. Là, fait que... Mais je crois que fondamentalement, de ce côté-là, tu sais, c'est... Comment dire? Je crois que qu'est-ce qui est vraiment frustrant souvent pour un pharmacien qui travaille, qui pratique, c'est que peu importe tous les idéaux qu'on peut avoir, qu'on peut croire, pour lesquels on est d'accord, tu sais, qu'on est fondamentalement d'accord, c'est de ne pas pouvoir le faire dans sa pratique, de ne pas avoir le temps, pas avoir l'espace, pas avoir la technologie qui le permet. Puis pour moi, ça traite un peu de la culture de soins qu'on a. Tu sais, qu'est-ce qui soigne? Est-ce que c'est les actes qu'on pose ou est-ce que c'est la présence qu'on donne? Puis tant aussi longtemps qu'on va être rémunéré par acte, puis je ne parle pas des pharmaciens, je parle dans la philosophie, que c'est l'acte qui va primer, c'est combien d'actions que je pose. Mais honnêtement, quand je prends quand j'apprends, par exemple, que j'ai un père anxieux devant moi, anxieux, déprimé devant moi, puis que je lui donne un médicament, mais en jasant un peu plus, j'apprends aussi qu'il y a 5 enfants qui ont un TDA et qui ont père monoparental. Puis que là, il se dit en burn-out, puis que, et que là, on essaie de traiter ça avec un médicament. Puis lui, il sait que c'est une combinaison de ça et avec une combinaison de ça avec sa job, puis que sa job, ça va pas super bien. Mais là, on regarde ça, puis on est là, OK, ça, c'est une longue conversation. Ça, on va pas avoir ça une fois, mais c'est une conversation à avoir. Mais où est-ce que je mets ça à un dossier? Dans la manière qu'on travaille en ce moment, comment je passe la balle de cette conversation-là à mon collègue? Est-ce que mon collègue va avoir le temps de regarder les notes au dossier? Puis encore une fois, comment il va savoir de regarder là si je suis le seul qui met ses notes dans la pharmacie puis les autres n'en mettent pas? Puis encore, et l'autre question, c'est est-ce que moi, je me suis formé en coaching par la suite après être pharmacien, mais est-ce que est-ce que mes collègues ils ont les capacités de le faire? On ne s'est pas tous formés de la même manière. Peut-être un de mes collègues est un expert en VIH, puis lui, là, si un patient VIH va s'intéresser, il va savoir quoi faire, il va avoir exactement les bonnes questions à poser, il va comprendre les enjeux psychosociaux, il va
incroyable les accompagner. Mais je prends ce même pharmacien-là, je le mets devant un cas de, je sais pas moi, un cas d'un nouvel immigrant qui arrive, qui a simplement la misère de prendre un antihypertenseur. Peut-être qu'il ne saura pas quoi faire. Ou peut-être qu'il va essayer de faire de quoi, mais ça ne va pas être optimal. Ouais. Tu sais, c'est dans la nature de notre travail, tu sais, je crois que, tu sais, on a un idéal. On veut tendre là-dessus, on aimerait que nos équipes, quand je parle d'équipe, je parle de ceux qui nous fournissent des logiciels, un peu de l'infrastructure du milieu, tout ça, évolue vers ce qu'on tend. Puis c'est important d'avoir ces conversations comme on l'a aujourd'hui. Mais en même temps, je crois qu'il y a une importance d'être bienveillant vers nous-mêmes aussi. Oui, de dire qu'on fait ce qu'on peut. Oui, absolument. Puis demain va une autre journée. Puis demain, on va faire un peu mieux. Puis si ça n'a pas marché, ben, je vais m'essayer autrement. Puis, parce qu'il n'y a pas de recette. Ouais. Puis dans la même lancée que toi, au niveau des dossiers que tu parlais, là, personnellement, des fois, je me sens un peu mal à l'aise quand on parle de diversité sexuelle. Des patients qui se présentent en pharmacie parce qu'ils viennent chercher un médicament, ils sont trans ou peu importe. Est-ce que je leur demande comment ils veulent se faire appeler par toute l'équipe de la pharmacie? Qu'est-ce que je leur pose comme question? Puis est-ce que c'est une question qui se pose? J'ai peur qu'ils sentent que je sais pas, soit que je leur veux pas du mal, mais c'est une question qui est déplacée, c'est une question qu'ils vont apprécier que je pose. Mais c'est là contraire, et c'est une très bonne question. Puis même moi, je suis pas une experte à ce niveau-là, mais c'est tellement important de juste prendre le temps de juste demander à la personne. Je m'y connais pas énormément et j'aimerais pouvoir le faire de la bonne manière. Alors, comment est-ce que je pourrais justement aborder, mettons, cette situation? Ce ne serait pas forcément la question à poser à la personne trans, c'est sûr, mais juste avoir cette ouverture d'esprit-là, de dialoguer, de discuter, puis de voir comment est-ce qu'elle proposerait justement qu'elle se fasse traiter. Mais juste le fait de reconnaître son identité, rien que ça, c'est un pas énorme. OK. Puis, tu sais, pour ajouter, c'est quand même important de considérer que une personne qui est transgenre n'a pas de trait particulier pour savoir qu'elle est transgenre. C'est ça. Par exemple, toi, tu pourrais venir me voir et dire moi, j'aimerais être adressé comme il. Oui. Pas vrai? 100%. Puis il y a des gens qui sont transsexuels. Tu pourrais être transsexuel, je ne saurais pas dire la différence quand je te parle. Oui. Donc, je crois que c'est un peu l'enjeu que peut-être vous reconnaîtrez. Est-ce que vous êtes à l'aise de demander systématiquement à toutes les femmes s'ils sont enceintes? Ben, il y a des... on regarde, moi, je pense que je vais avec l'âge. Je pense que avec l'apparence. L'apparence, l'âge. Regarde, si je vois au dossier un âge, puis je sais que c'est à peu près dans l'âge de procréer, ben, ça fait partie de la routine. J'essaie de le demander systématiquement. On demande mais un projet de grossesse, mais pas êtes-vous enceinte. Est-ce que ça fait partie de vos... Mais projet, ou mais tu sais, si c'est dans une procédure standard, par exemple, quand moi je m'en vais chez un massothérapeute, puis elle me donne un formulaire à remplir, tu sais, il dit que je suis un gars, est-ce que tu es enceinte ou pas? Coche. Tu n'as pas le choix, là, c'est juste poser la question, c'est naturel. Ouais, ça devrait être comme ça aussi. Donc, être comme ça avec je fais l'analogie avec ça, parce que oui, effectivement, toute l'équipe dans la formation, pour une raison quelconque, on est vraiment malaisé de demander aux femmes s'ils sont enceintes ou pas. Je sais pas pourquoi. Moi aussi, je suis malaisé. Moi aussi, je suis malaisé à le poser la question. Je sais pas pourquoi, moi non plus, mais c'est vrai que c'est toujours comme délicat. Est-ce que vous avez un projet de tellement naturel. Mais c'est naturel, puis je sais pas pourquoi qu'on est, en tout cas, personnellement, un peu réticent. Si dans le formulaire pour un nouveau patient, il y a une question, puis ça peut être préfacé de manière vraiment bien. Si vous voulez le faire dans une pharmacie, faites un essai, disant que, OK, nous, dans la pharmacie, on veut vraiment mettre l'emphase sur la diversité parce que pour nous, c'est important. Et dans cette initiative-là, même quand vous ouvrez, pour tous les gens qui ouvrent un dossier, est-ce que c'est il ou elle? Je te demande comment est-ce que vous aimeriez être appelé? Parce que pour nous, c'est important. C'est ça. Exact, ben oui. Mais notre logiciel en pharmacie, en tout cas avec les logiciels pour lesquels avec qui j'ai eu travaillé, là, tu sais, il n'y avait pas l'option. Ils sont pas inclusifs. Oui, c'est pas inclusif. C'est comme à la base, notre système informatique n'est même pas inclusif. Fait que ça devient un peu comme difficile peut-être de faire ça. C'est sûr que les choses peuvent changer, puis je l'espère que ça va changer, mais tu sais, que sur l'étiquette patient, qu'il soit juste écrit le pronom que tu veux utiliser, ça serait-tu trop compliqué? Mais je ne sais pas si vous le voyez, ne serait-ce que même dans les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc., on voit de plus en plus de gens qui écrivent « il », « elle », qui précisent, mais on ne le voyait pas avant. Là. Oui, donc ça, c'est vraiment l'évolution des mentalités, etc. Puis c'est le genre
de choses qu'on fait aujourd'hui ici, en discutant, qu'à un moment donné, ben, ça va faire changer, évoluer les choses. Je pense que c'est tellement, tellement, tellement important. Et justement, en primeur, on va même avoir un podcast sur comment prodiguer les soins pour les personnes trans et tout. Parce qu'on a vu à quel point c'était difficile pour les pharmaciens et que c'était un véritable malaise. Cette question que vous nous posez aujourd'hui, là, il y en a beaucoup qui se posent cette question et qui ne savent pas comment faire. Mais oui, c'est difficile à aborder. Des fois, j'ai même entendu certains qui disent, ben, le pharmacien propriétaire est mal à l'aise, mais toute l'équipe est comme, dès que la personne arrive, toute l'équipe se dit, ah, elle est là, puis ça se voit, la personne... Elle peut le ressentir. Absolument. Elle ressent ça. Mais oui, et c'est pas normal. Ah ouais, non, c'est pas normal. Mais c'est bravo pour l'initiative d'avoir fait un podcast là-dessus. Je pense que ça va être super intéressant, justement. Ça s'en vient bientôt. D'avoir des outils, là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mais écoutez, c'est vraiment gentil d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. Et peut-être pour conclure, chacun peut peut-être nous dire comme... si vous voulez bien, là, votre idéal dans le futur, ce serait quoi une pharmacie, prenons l'exemple de la pharmacie, une pharmacie plus inclusive, ce serait quoi pour vous le processus avec le patient qui inclurait tout le monde, qui serait idéal? Ce serait quoi l'image parfaite que vous feriez de cette... Mine, je te laisse le... En fait, ça serait... je crois que certaines pharmacies ont déjà cet idéal-là. Pour dire que je crois pas que c'est un problème partout. Là. Je crois que c'est important de reconnaître ça. Et l'idéal, c'est que les gens puissent vraiment parler ouvertement, puis soient entendus ouvertement. D'abord et avant tout, c'est une équipe. Peu importe la structure de la pharmacie, ça viendra. Ça viendra à travers les conversations, ça viendra à travers les échanges, puis les contraintes qui existent dans le milieu, les aspirations de l'endroit à la clientèle et tout ça. Mais que les employés puissent s'exprimer. Honnêtement, ce qu'ils ressentent. Parce que, dans toute la conversation qu'on a eue aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est... ce qu'on s'entend à dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen de sortir de nos biais. Il n'y en a pas. Donc, essentiellement, le seul moyen de sortir de nos biais, c'est se faire dire qu'on a un biais. Puis pour se faire dire qu'on a un biais, il faut que quelqu'un d'autre le dise. Mais c'est aussi nécessairement qu'on entende la personne qui dit « t'as un biais ». Si j'amène ça au concret, c'est essentiellement quand une tech vient voir peut-être un pharmacien pour dire « Et tu sais, la manière que tu as traité telle patiente, c'était pas vraiment hot, j'étais malaisé. Mais d'abord, bien sûr, moi, si un tech venait me dire ça, la première fois, j'aurais une petite... Ça va durcir un peu en moi. De quoi tu parles? Mais après ça, de prendre conscience de ça, me dire, peux-tu m'expliquer ce que tu as vu? Et d'avoir cette conversation-là, parce que peut-être à travers cette conversation-là, moi, je vais découvrir que, oh shit, OK, j'ai vraiment opéré basé sur une conception du monde qui était totalement fausse, puis c'est de ça a l'air de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Et c'est une opportunité pour moi de réajuster mon point de vue. Donc, c'est vraiment des environnements qu'on peut avoir ces conversations-là. Pour moi, ce serait vraiment le point de départ. Oui, effectivement. Puis peut-être pour vous... Oui, en fait, moi, à mon niveau, je dirais que ce serait vraiment une pharmacie, et on le voit, je suis sûre qu'il y en a, où dès le départ, le pharmacien propriétaire, puis je reviens encore une fois là-dessus, parce que c'est sa pharmacie, puis c'est important qu'il donne l'exemple, puis qu'il donne la direction. Okay? Et qu'il puisse dire, dans ma pharmacie, on a un engagement à donner des soins de santé égaux pour tout le monde. Donc, que ça parte déjà de lui, là, et que son équipe soit engagée à faire la même chose. Donc, qu'ils comprennent que la pharmacie est un endroit qui doit être inclusif, en fait. Là. Que ce soit au niveau des patients ou que ce soit au niveau de l'équipe même, que c'est une priorité et que ce soit mis dans les procédures, que ce soit même de recrutement. Lorsqu'ils recrutent le personnel, que ce soit dit. Il faut que ce soit clair, que ce soit écrit et que ce soit dit. Donc, je pense que
Pour moi, c'est ça la pharmacie qui serait idéale. On peut même aller jusqu'à ce dont on rêve chez Idéaction, Oui. de leur fournir même une certification, là, ou un genre d'étampe où ils vont pouvoir mettre à la vitrine, ici, on est une pharmacie inclusive. Donc ça, on le souhaite. On aimerait ça. Ouais. Mais pour ça, il faudrait que ce soit fait d'une manière authentique et que ça se ressente dans les soins qui sont prodigués. Oui, vraiment. C'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on peut en retirer aussi de comme toujours garder notre esprit curieux puis d'aller vers l'autre. Je pense que personnellement, c'est ce que j'en retire de cette discussion-là, c'est la curiosité. Je pense que c'est la base de tout, puis de prendre le temps d'écouter l'autre. Fait que je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de ce message de la diversité en santé, ben c'est avant tout quelque chose de peut-être super simple. Écouter l'autre. Je suis d'accord. Prendre le temps aussi de le faire parce que des fois, malgré le chaos que peut ressembler la pharmacie, c'est important de prendre le temps avec nos patients de comprendre d'où ils viennent. Je pense qu'on pourra tous prodiguer des meilleurs soins de cette façon-là, puis ça serait comme un idéal, en tout cas. Oui. C'est ce que j'en retire de ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui. Là. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Là. Merci à vous. Oui. Merci de nous avoir invités, vraiment, et merci pour cette initiative. Puis je pense qu'on va aussi mettre aussi, pour les gens qui sont intéressés, qui nous écoutent, Idéaction, on va mettre tous les liens vers vos sites pour vraiment, si quelqu'un est curieux puis veut en savoir plus sur qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que les formations peut-être aussi que vous organisez, ben on va tout mettre dans la description de notre épisode, que ça soit sur les plateformes de balado ou sur YouTube, là, ça va tout être disponible. Fait que si jamais vous avez le goût de vous renseigner un peu plus puis d'en savoir plus puis que la discussion vous a vraiment allumé, ben je vous conseille d'aller voir Idéaction. C'est bon. Merci. Fait que merci beaucoup puis à la prochaine. À la prochaine. Merci.